Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Eurocomics, o canal do YouTube que traz o melhor do universo dos quadrinhos europeus e companhia limitada para você. E hoje a gente vai falar sobre um quadrinho de aventura e aviação que foi criado pelo roteirista Jean-Michel Charlier, de Blueberry, e pelo desenhista Uderzo, de Asterix. Suas histórias têm o comandante Michel Tanguy e o tenente Ernest Laverdure, os dois melhores pilotos da Força Aérea Francesa e amigos para todas as horas, como personagens principais. Os dois vivem grandes aventuras recheadas de ação, perseguições, cenas aéreas de tirar o fôlego, muita espionagem e por aí vai. Tanguy e Laverdure começaram a ser publicados em 1959 na revista francesa Pilote. Em seguida, a partir de 1961, estrearam em álbum. Pois é, e é com muito orgulho que eu passo a falar com Patrice Buendia, que adaptou a partir de um romance de Jean-Michel Charlier, O Avião que Matava Seus Pilotos. Está aqui a primeira parte, a segunda parte é Ameaça sobre o Mirage F1. Neste ano, saiu dele em parceria com Durand e Cunin, Tiros de Fogo nos Alpes, e ele também fez aqui os Diamantes de Areia e o Sabre do Deserto em parceria com Zambiel et Philippe. Bonjour Patrice Buendia, c'est un plaisir de vous parler depuis le Brésil. Bonjour PH, très heureux de faire cette interview pour ton site brésilien qui s'intéresse à la bande dessinée franco-belge, ce qui est assez inespéré. Puisqu'on a parlé de Bokdeni, comment était-ce de créer une BD inédite de 16 pages racontant la première aventure de Tanguy et Laverdure avec Bokdeni, en collaboration avec le scénariste Frédéric Zambiel et le dessinateur Sébastien Philippe, une édition commercialisée uniquement dans un coffret regroupant les tomes 3 de Bokdeni classique et les tomes 1 de Tanguy et Laverdure classique. Alors, pour ce qui est de l'histoire courte de 16 pages qui était disponible avec la sortie de Tanguy et Laverdure classique, le premier tome, c'était une idée d'Alexandre Paringot, notre éditeur, qui souhaitait faire un coffret collector dans lequel il y aurait le Bokdeni classique 3, puisqu'ils avaient déjà sorti 2 albums qui avaient très bien marché, et le premier Tanguy et Laverdure classique, pour que les lecteurs du Bokdeni classique, évidemment, s'intéressent au Tanguy. Et pour les inciter, évidemment, à s'y intéresser, un objet collector, c'est-à-dire un livret de 16 pages avec une aventure inédite qui permet à Tanguy et Laverdure de rencontrer Bokdeni. Donc évidemment, c'était l'intérêt, il y avait un intérêt tout simplement marketing qui me paraissait pas dénué d'intérêt, mais surtout, il y avait le goût de faire rencontrer des personnages qui s'étaient déjà croisés dans 2 albums, mais qui s'étaient simplement croisés, c'était 1 ou 2 cases. Là, par contre, faire une vraie rencontre, c'est sympa. D'autant plus que moi, gamin, je lisais beaucoup de franco-belge, un tout petit peu de manga, et puis pas mal de comics. Ce que j'adorais dans le comics, c'était les crossovers. Quand des personnages de séries différentes se rencontraient pour une aventure, j'adorais ça. Donc évidemment, le faire, moi, sur ces personnages mythiques, c'était génial. Évidemment, il y a la contrainte des 16 pages, mais on a essayé de raconter une histoire qui, certes, n'est pas complexe, mais malgré tout, on l'espère intéressante, et qui avait surtout pour ambition de rendre hommage donc à tout cet univers développé par Charlier, et tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire aussi les séries télé, comme les Chevaliers du Ciel, avec une petite apparition de Christian Marin, voilà. Donc ça reste une très belle expérience, et puis ça a eu un avantage non négligeable, c'est de servir un peu de laboratoire pour la série mère de Tanguy et Laverdure, puisque c'était la première fois que Fred et moi en écrivait pour Sébastien Philippe, et qui maintenant fait un travail formidable sur la série mère, et avec qui en plus on a un grand plaisir à travailler, puisque c'est un énorme bosseur, ce qui est toujours important dans la bande dessinée, puisqu'il faut arriver à garder un rythme très soutenu si on veut pas se faire oublier de notre lectorat. Et puis en plus il est très sympa, donc ça aide un petit peu en plus à bosser avec lui. Donc ça nous a servi un peu de galop d'essai, donc ça reste une très belle expérience. Comment votre grand intérêt pour le cinéma vous a peut-être influencé pour créer des BD? Le cinéma, oui, nourrit ce que je fais en bande dessinée sur au moins 2 aspects. Alors, l'aspect purement construction d'histoire, scénaristique, on va dire, parce que tu te nourris de tout ce que tu vois, de tout ce que tu lis, et comme je suis passionné de cinéma, évidemment, toutes ces histoires m'enrichissent, et puis en plus, elles te permettent aussi d'aborder des thèmes
sur lesquels tu serais pas forcément allé, que les films m'ont permis de me faire découvrir. Donc ça, évidemment, c'est important, mais ça a aussi une importance pour le découpage, l'écriture séquentielle. Puisque de ce point de vue-là, on est assez proche du cinéma, même si on n'a pas tout à fait les mêmes outils, bien sûr. On n'a pas le mouvement, donc on n'a pas de travelling, on n'a pas de panoramique, on n'a pas de zoom, mais on peut, je dirais pas y pallier, mais avoir des choses assez équivalentes. Si, par exemple, tu cadres un personnage sur un même strip, d'abord en plan taille, puis en plan rapproché, puis en gros plan, bah tu t'es rapproché de lui et tu as fait l'équivalent d'un travelling avant. Il y a tout un tas de moyens en bande dessinée, donner une impression de mouvement. Et puis en plus, après, il y a quelque chose, mais là, c'est quand on a de la chance et à travailler avec d'excellents dessinateurs, c'est qu'un excellent dessinateur, même avec une image fixe, il arrive à donner du mouvement. Ça, c'est la magie du dessin. Et alors là, pour le coup, sur les deux séries, on a la chance d'être avec Sébastien et Mathieu, qui ont ce talent-là. Ce qui, en fait, pour moi, manque le plus à la bande dessinée, c'est le son. Pas tant pour les dialogues que pour la musique. J'écoute justement beaucoup de musique de film en écrivant, et ça m'a toujours passionné, la musique de film. On écoute depuis que j'ai 11-12 ans. Beaucoup. Et du coup, c'est vrai que ça manque, parce que tu sens que certaines séquences pourraient être soutenues, amplifiées, magnifiées par une musique. Ça, c'est clair. Ça, on l'a pas. On a autre chose, par contre. On a justement l'image fixe. Et donc, cette possibilité de s'arrêter sur une image et de la contempler et de s'y perdre. Ça, le cinéma l'offre pas. En vidéo, tu vas me dire qu'on peut faire un arrêt sur image, mais c'est pas du tout la même chose. Et par exemple, même certains très beaux plans des films de Ridley Scott, ils sont dans le mouvement. Tu peux pas avoir la même contemplation que sur un support fixe comme la bande dessinée. Que faire pour que les nouvelles générations, peu habituées aux bandes dessinées d'aventure et d'aviation, continuent de lire les aventures de Tanguy et la Verdure? Il n'y a pas 36 moyens en fait. Je crois que le moyen principal, alors certains pourraient dire que c'est d'être toujours sur la brèche en termes de technologie. Alors certes, évidemment, il faut rester en contact avec ce qui se fait en matière aéronautique aujourd'hui, voir comment on va essayer de l'être sur le prochain cycle de la série mère, d'être un tout petit peu en avance sur ce qui va se passer. C'est important, mais je ne crois pas que ça soit si primordial que ça, en fait, la technologie qu'on décrit dans nos histoires. Je crois que la seule façon de continuer à intéresser un public et si possible d'y amener un public plus jeune, c'est de raconter de bonnes histoires, en fait. Il n'y a pas de secret, c'est pas l'avion qui fait l'histoire, en fait. L'avion, il peut avoir un rôle important dans ton histoire parce que ses performances vont t'obliger à impacter certaines situations. Mais c'est pas ça qui fait ton histoire. Ton histoire, c'est grosso modo, qu'est-ce qui va arriver à tes personnages? Comment Tanguy et la Verdure, en début d'histoire, ils vont se retrouver face à un problème et comment ils vont tout faire pour le résoudre et y arriver ou pas, mais quels obstacles ils vont devoir surmonter pour arriver à atteindre l'objectif qui s'était fixé, quoi. C'est ça en fait qui intéresse le public. Les avions, il faut bien en parler, il faut aussi possible dans la série mère être toujours pointu, mais il faut pas confondre en fait. Parfois, je dis bien parfois, hein, il y a plein de très beaux albums aéronautiques, mais il y en a quelques-uns parfois où j'ai l'impression que justement le problème a été un peu pris à l'envers, c'est-à-dire qu'on pense que le héros c'est l'avion. Et non, en fait, ça va être peut-être le héros pour quelques centaines de lecteurs hyper pointus qui se passionnent pour ce modèle-là et qui vont vouloir le voir sous tous les angles. Mais c'est pas eux que je veux m'adresser exclusivement, je veux m'adresser à eux plus à tous les autres. Donc, grosso modo, il n'y a pas 36 chemins pour arriver à passionner notre public, il n'y a qu'en leur racontant de bonnes histoires. Alors, en disant ça, j'ai l'impression de vendre ma soupe, mais évidemment, raconter une histoire, c'est pas seulement être un bon scénariste, c'est aussi être un bon dessinateur. Ça concerne autant le dessinateur que le scénariste, puisque moi, je l'invente, l'histoire, mais après, certes, je la découpe, mais si le dessinateur ne va pas arriver à la faire vivre graphiquement de façon passionnante, ça donnera pas grand-chose. Je connais pas de grands albums qui aient un super scénario et un dessin pourri, quoi. Ça n'existe pas. Donc, grosso modo, voilà, il faut que toute l'équipe arrive à raconter une belle histoire, et c'est comme ça qu'on arrivera à garder notre public, et à si possible en conquérir un autre plus large, et potentiellement plus jeune, ça ce serait génial, parce que c'est vrai que la BD franco-belge, quand même, a un lectorat un petit peu, sinon âgé, en tout cas adulte, quoi. Et c'est vrai que quand on a un jeune lecteur qui arrive en salon, on est toujours super content, quoi. On dit, arriver à toucher un gamin de 14 ans, c'est génial, quoi, parce que nous aussi, à 14 ans, on les lisait, ces albums, donc on est content d'arriver à maintenir cette flamme-là, quoi. Que pouvons-nous attendre de la suite des Coups de feu dans les Alpes, les pilotes qui en savaient trop?
Alors le pilote qui en savait trop, évidemment, je ne vais pas trop t'en dire pour l'instant. Tout ce que je peux t'en dire, c'est que ce sera la conclusion de Coup de feu dans les Alpes, et qu'il y aura, je l'espère encore, de belles séquences aéro, mais aussi de belles séquences de suspense qui sont indissociables du genre espionnage, quoi. Donc là, on est en plein dedans, hein, le traitement est validé, il y a déjà une bonne partie du découpage qui est réalisé, Mathieu est en train de s'y mettre. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir maintenant pas mal de planches pour l'avoir existé, parce que pour nous scénaristes, évidemment, il y a toujours la frustration d'imaginer des planches sans encore les voir. Et puis après la frustration vient ce moment délicieux où on reçoit les planches, et quand on a la chance de travailler avec des dessinateurs qu'on apprécie, voire qu'on admire, bah écoute, ça c'est le vrai pied, quoi. Tu reçois les planches que tu as écrites, et elles sont presque toujours différentes de ce que tu avais imaginé, mais quand tu travailles avec des gens de talent, elles sont souvent au moins aussi belles que ce que tu avais pu imaginer, parfois même encore plus belles, donc c'est génial ça. Donc voilà, le pilote qui en savait trop, on espère sorti plus probablement deuxième trimestre 2020, avec une belle conclusion de cette histoire helvétique, on l'espère. Là encore, ce sera au lecteur de nous le dire. Que dire à la grande majorité de lecteurs brésiliens qui ne connaissent toujours pas les aventures de Tanguy Laverdure? Je sais pas trop quoi dire aux lecteurs brésiliens, en fait, parce que je savais même pas qu'il y avait des lecteurs brésiliens de BD franco-belges. Alors je me doutais bien qu'il y avait quelques francophones qui pouvaient avoir accès à des albums, mais quand tu m'as contacté, je suis un peu resté assis, parce que voilà, c'est vrai que je l'imaginais pas. Grosso modo, quand on travaille sur le franco-belge, on sait qu'on va toucher le Benelux. Parfois, on sait qu'on a quelques traductions en Italie, en Espagne, en Allemagne. J'ai même eu une traduction hongroise pour Thomas Silan. Mais tu t'attends pas à aller aussi loin. Et surtout, comme on est en Amérique du Sud, on imagine, pour la plupart d'entre nous, que tout le continent américain est sous domination de la culture nord-américaine, c'est-à-dire qu'on pense que vous lisez plus de comics, évidemment, surtout qu'il y a de très bons dessinateurs de comics brésiliens. Je pense à Luc Ross, par exemple, si jamais il écoute ou il lit les sous-titres de cette interview, je le salue, parce que j'avais eu la chance de le rencontrer il y a longtemps, et je suis un grand fan de son travail. Mais du coup, voilà, on n'imagine pas que vous lisez la BD franco-belge, donc c'est d'abord une surprise, et puis après un grand plaisir, quoi. Parce qu'on n'écrit pas pour gagner notre vie, en fait, même si c'est un métier, et il faut insister là-dessus, évidemment. Il faut faire en sorte que ça reste un métier, et que ça reste un métier viable, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce que je voulais dire, c'est que, certes, on gagne notre vie avec, mais il y a plein d'autres moyens de gagner notre vie, en fait. Et si on a choisi celui-ci, c'est parce qu'on veut raconter des histoires aux gens, on veut qu'ils nous lisent. On veut qu'ils viennent nous dire en salon ce qu'ils en pensent. On veut qu'ils nous laissent un petit message sur Facebook en disant j'ai bien aimé ça, ou alors là j'ai pas trop compris. Avoir des retours, quoi. Après, évidemment, je tiens pas à me faire insulter. C'est arrivé parfois sur certains forums. Bon, là, je laisse glisser parce que les insultes sont rarement très constructives. Quand encore un mec me dit qu'il aime pas du tout mon album et qu'il me dit pourquoi précisément et qu'il est de bonne foi, en fait ça m'aide. Alors soit ça m'aide à comprendre pourquoi il a pas aimé, et je me dis en fait je m'adressais pas à lui, donc on n'était pas en phase en fait. Cet album lui était pas destiné, et il l'a lu espérant des choses qui de toute façon il n'aurait pas pu trouver. Ou alors parfois parce qu'on a mal mené notre récit, ou qu'on n'a peut-être pas su développer un personnage comme il fallait. Donc ça c'est super important. Après par contre ceux qui sont hyper insultants ou purement de mauvaise foi, ça nous sert à rien en fait. Ça leur sert que eux à se défouler. Donc je réponds jamais dans ce cas-là, parce que tu vas pas nourrir un mec qui se nourrit de la haine. Je veux pas les entretenir. Mais du coup voilà, nous notre métier, si on a choisi ce métier-là, c'est parce qu'on veut raconter l'histoire et on veut créer un échange, quoi. Mais du coup on a ce besoin-là de raconter des histoires, et du coup savoir qu'à l'autre bout du monde des gens lisent ces histoires, c'est génial, quoi. Merci Patrice Buendia pour nous avoir accordé cette superbe interview. Merci PH de m'avoir proposé cette interview. Merci surtout de me lire, et de me lire à l'autre bout du monde. Ça c'est génial. Et je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube Eurocomics, qui est une chaîne YouTube passionnante qui parle de bande dessinée franco-belge au public, évidemment franco-belge, mais aussi brésilien ou portugais. Donc vive la BD, et merci à toi PH. Então é isso, já falando em português, mais uma vez agradeço ao roteirista Patrice Buendia, que deu uma entrevista pra gente, e até a próxima edição do Eurocomics. Tchau, tchau!